Bon, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette petite introduction à l'intelligence artificielle. Donc, j'ai mis de quoi rêvent les ordinateurs, mais bon, aujourd'hui, je ne pense pas que les ordinateurs rêvent de grand-chose. Mais bon, si l'intelligence artificielle arrive à faire ce qu'on voit dans les films, effectivement, les ordinateurs vont pouvoir rêver de quelque chose, peut-être. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc ça va être un peu une présentation en 3 parties. Donc on va d'abord faire rapidement une définition de l'intelligence artificielle. Ensuite, on va rappeler l'histoire. Comme ça, vous allez voir comment l'intelligence artificielle a pu évoluer. Et en 3e lieu, on va voir quelques exemples de technologies et d'applications. Parce que ces choses-là sont quand même assez nombreuses et on n'en a pas forcément conscience dans notre vie de tous les jours. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? En fait, il y a beaucoup de définitions différentes qui font appel à des notions assez différentes. Donc, il y a une première définition qui dit que c'est un ensemble de techniques permettant à des machines d'accomplir des tâches et de résoudre des problèmes normalement réservés aux humains et à certains animaux. Donc, en fait, ici, on parle vraiment d'un aspect qui est résolution de problèmes. Donc en fait, ce n'est pas penser par soi-même, c'est vraiment aider l'homme à résoudre des problèmes compliqués. Il y a une deuxième définition qui dit que c'est une science dont le but est de faire par une machine des tâches que l'homme accomplit en utilisant son intelligence. Donc en fait, ici, on fait référence à l'intelligence de l'homme pour décrire l'intelligence de la machine. Donc, on va dire qu'à partir du moment où la machine arrive à faire ce que fait l'homme, elle est intelligente. Et puis, il y a une 3e définition qui est assez jolie, une définition de Marvin Lee Minsky qui dit que c'est une construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont pour l'instant accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains car elles demandent des processus mentaux de haut niveau. En fait, ici, on va faire appel au fonctionnement du cerveau. Donc on va utiliser des processus mentaux, donc des processus qui sont inscrits dans notre cerveau. En fait, mais faut-il pour autant chercher à imiter le cerveau humain? En fait, ce n'est pas forcément le but. On va prendre un exemple. Donc quand l'homme a essayé de voler, donc il s'est inspiré des oiseaux. Donc il a regardé un petit peu comment les oiseaux faisaient pour voler. Donc il a observé que les oiseaux avaient des ailes, qu'ils avaient des plumes, mais les plumes pour autant ne sont pas nécessaires à voler. C'est plus les ailes qui sont nécessaires. Donc on ne va pas forcément avoir besoin des plumes pour voler. Il faut juste comprendre le mécanisme qui va nous aider à accomplir cette tâche. Donc le but de l'intelligence artificielle n'est pas de reproduire le cerveau humain, mais d'être capable de reproduire des capacités cognitives de l'humain. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec l'IA? Bon, il y a beaucoup de choses différentes qu'on essaye de faire avec l'intelligence artificielle. Comme je l'avais dit dans ma première définition, donc c'est la résolution de problèmes et le raisonnement en premier lieu. Ensuite, on essaye aussi de représenter des connaissances humaines à l'aide de l'intelligence artificielle. Ça, c'était à l'ère des systèmes experts qu'on faisait ça dans les années 70. Ensuite, on essaye de résoudre des problèmes de planification, d'optimisation. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure avec un exemple. On essaye de faire de l'apprentissage, du traitement de langage naturel. Ça, c'est la partie probablement la plus difficile pour que la machine comprenne ce que l'homme dit et qu'elle lui réponde quelque chose qui est vraiment pertinent par rapport à ce qu'il cherche. Il y a aussi la vision et la reconnaissance des formes, le mouvement manipulation d'objets et la créativité. Donc maintenant, on va essayer de voir comment évoluer l'intelligence artificielle. En fait, c'est quelque chose de très ancien. On ne s'en rend pas forcément compte, mais l'intelligence artificielle en tant que concept est apparue déjà à l'ère des Grecs, dans la mythologie grecque, où il y avait des idées de robots ou d'êtres artificiels intelligents dans certains contes de la mythologie grecque.
Puis au XVIIe siècle, il y a eu pas mal de travaux de différents philosophes ou différents écrivains, comme Thomas Hobbes ou Jonathan Swift, qui ont parlé des machines qui sont capables de raisonner. À la même époque, il y a eu aussi des travaux de Leibniz sur la logique. Il y a eu plein d'autres travaux sur avancées mathématiques. Donc c'était une période assez riche en avancées dans ce domaine-là. Puis en 1923, en fait, apparaît le mot robot. Il apparaît dans une pièce de théâtre d'un écrivain tchèque qui s'appelle Karel Čapek, où en fait il est le premier à parler des robots proprement dit qui se révoltent contre l'homme, comme on le voit souvent dans les films de science-fiction. Ensuite, il vient l'ère d'Alan Turing. Et en 1950, en fait, on voit l'apparition du fameux test de Turing. Comment est-ce qu'on sait qu'une machine est intelligente? En fait, on va lui faire un test. C'est-à-dire, on va mettre un être humain qui va poser des questions à la machine, qui va essayer de communiquer avec elle. Et si l'être humain n'est pas capable de faire la distinction, c'est un homme ou c'est une machine, on pourra dire que cette machine-là, elle est intelligente. Donc, ensuite, la naissance de l'intelligence artificielle en tant que discipline scientifique intervient en 1956. Il y a une fameuse conférence aux États-Unis qui pose les bases de cette nouvelle discipline. En 1966, il y a un programme, ça c'est quelque chose d'assez rigolo, un programme informatique qui s'appelle ELISA, qui simule le comportement d'un psychothérapeute. En fait, ELISA communique avec vous, et vous lui racontez quelque chose, et elle, en fait, elle reformule un petit peu ce que vous aviez dit, elle vous repose des questions qui sont basées sur ce que vous avez dit précédemment. Donc en fait, ce n'est pas vraiment de l'intelligence à proprement dit, mais je pense que vous pouvez faire le test, ça doit pouvoir se trouver sur Internet. Si vous avez envie, c'est assez rigolo. Vous voyez que ELISA arrive quand même à communiquer avec vous. Dans les années 70 et des années 80, c'est l'ère un peu des systèmes experts. Donc c'est là qu'on a essayé de représenter les connaissances qui sont détenues par des personnes qu'on nomme experts. Donc c'était un petit peu un échec pour diverses raisons, notamment parce que en fait il est difficile pour un expert d'expliciter par des mots ce qu'il connaît quelque part intuitivement. Donc en fait les systèmes experts ils n'ont pas eu beaucoup de succès, mais aujourd'hui on arrive à reproduire un petit peu ce que faisaient les systèmes experts avec des systèmes à base d'apprentissage automatique. Donc en 1997, il y a eu le fameux programme Deep Blue qui a battu Kasparov, aux échecs. Et ça, c'est une référence quand même dans le domaine de l'intelligence, parce que le jeu d'échecs est quelque chose qui est réputé pour avoir besoin de beaucoup de créativité et d'intelligence, aussi de la stratégie. Dans les années 90, en fait, arrive une vraie révolution. Ce qui arrive, c'est le big data et les systèmes comme Watson ou DeepMind, qui sont des systèmes qui se nourrissent justement de grosses quantités de données et qui permettent ainsi d'accomplir des tâches qu'on n'arrivait pas à faire avant. Donc c'est l'ère de l'apprentissage automatique, c'est l'ère des machines qui apprennent à faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire avant. Donc maintenant, on va passer sur des exemples de technologies et d'applications. Donc, j'ai parlé en premier de la résolution de problèmes complexes. En fait, on a souvent des problèmes d'optimisation dans des domaines de la logistique. Il y a 3 problèmes majeurs qui sont connus pour avoir ce qu'on appelle une complexité. Enfin, ils sont connus pour être NP complexe, c'est-à-dire on n'arrive pas à trouver une solution si le problème est très grand dans un temps qu'on juge raisonnable, c'est-à-dire un temps polynomial. On est plutôt sur des temps exponentiels, c'est-à-dire plus le problème est compliqué, plus ça prend du temps. Ça peut prendre plusieurs siècles pour trouver la solution optimale à ce problème-là. Et c'est par exemple le problème du voyageur du commerce. Le problème du voyageur du commerce, c'est quelqu'un qui doit faire le tour d'un ensemble de personnes en passant par tous les points.
C'est-à-dire il doit revenir au point d'origine. Donc le problème est de trouver le plus court chemin qui lui permet de faire ce tour. Après, deuxième problème, le problème du sac à dos. On a un certain nombre d'objets qui ont des poids, des dimensions différentes qu'on va essayer de mettre dans un sac à dos. Ce n'est pas un problème trivial, c'est un problème qu'on va peut-être adresser avec des bateaux dans lesquels on va mettre des conteneurs et il faut respecter quand même le poids et puis il y a un ordre d'entrée, un ordre de sortie. Il y a aussi le problème du facteur chinois. Le facteur chinois, il doit passer par un certain nombre de rues, si possible en passant une seule fois par chacune des rues. Et en fait, ces problèmes-là, il y a beaucoup de sociétés qui sont concernées par ce problème-là. Il y a par exemple Deliveroo et Foodora avec leurs livreurs qui sont à vélo, qui sont concernés, mais il y a aussi Amazon. Mais Amazon, ce n'est pas du tout la même dimension du problème, hein. Ici, si on est dans une ville, on peut trouver relativement facilement la solution, même à la main. Quand on est Amazon et qu'on a des milliers de clients un peu partout dans le monde, le problème logistique est tout de suite beaucoup plus compliqué. En fait, comment est-ce qu'on a fait pour résoudre ce genre de problème? On s'est dit qu'on va s'inspirer de la nature. Donc, on a utilisé des analogies avec la nature, comme ce qu'on appelle les algorithmes génétiques ou des colonies de fourmis. On va en fait renforcer des comportements qui permettent de maximiser ou minimiser une fonction cible. Donc, comme ça, en fait, on n'est pas garanti de trouver la solution optimale, mais on va probablement s'en approcher pas trop mal. Je vais peut-être vous montrer une petite vidéo qui vous donnera une idée sur comment ça marche. Donc en fait, ici, on voit l'évolution de l'algorithme. Ce que l'algorithme va faire, c'est qu'il va représenter chaque solution par une chaîne qui est comme le code génétique, en fait. Et après, on va essayer de croiser ces codes pour se rapprocher de la solution optimale. Vous voyez qu'au fur et à mesure que l'algorithme avance, on a une distance parcourue qui est de plus en plus courte. Comme ça, on n'est pas en fait garanti de trouver la vraie solution qui permette de minimiser la distance, mais c'est peut-être pas nécessaire. Si on arrive à 90% de la bonne solution, c'est déjà pas mal et ça peut nous économiser pas mal de temps et pas mal d'argent. Donc aujourd'hui, on utilise des systèmes qui se basent plutôt sur des algorithmes dits d'apprentissage, c'est-à-dire qui vont profiter des grosses bases de données pour optimiser ou pour extraire quelque chose qui nous intéresse. Comme le disait le directeur de la recherche en intelligence artificielle au sein de Facebook, il n'y a pas d'intelligence sans apprentissage. Alors, comment ça marche l'apprentissage automatique? Donc, on a des grosses quantités de données qui sont issues de différentes sources. Donc, ça peut être des bases de données classiques de type SQL. C'est une base de données dans laquelle on a des tables, dans lesquelles les données sont bien rangées. Et en fait, ce qui a fait, en effet, les algorithmes qu'on utilise, donc ces algorithmes, vous avez sans doute déjà entendu des mots comme des réseaux de neurones, des machines à vecteurs support, ça c'est un peu plus rare, ou des forêts aléatoires pour certains qui sont peut-être présents dans la salle, ils ont déjà entendu parler de ça. Ce type d'algorithme, en fait, il est relativement ancien. C'est des choses qui ont été inventées dans les années 70 ou 80, mais à l'époque, on n'avait pas ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire on n'avait pas suffisamment de données et on n'avait pas suffisamment de puissance de calcul qui puisse exploiter ces choses-là. Donc, en fait, la révolution, c'était ça, c'est qu'on a pu avoir à la fois la donnée nécessaire et puis la puissance de calcul pour faire tourner ces algorithmes. Donc, comment est-ce qu'on fait dans la pratique? Donc, on a des données de différentes sources. On va sélectionner les données qui nous intéressent. On va transformer ces données pour qu'elles soient dans un format que les algorithmes sont capables d'interpréter. Et ensuite, avec des données transformées, on va faire ce qu'on appelle le data mining, c'est-à-dire on va utiliser ces différents algorithmes comme les réseaux de neurones, etc. Une fois qu'on a utilisé ces algorithmes-là, on va pouvoir regarder leur performance ou si on a réussi à apprendre des choses nouvelles, est-ce que ça nous a apporté quelque chose?
Ce processus est évidemment itératif, hein, parce qu'à chaque moment, on peut revenir en arrière, se rendre compte que les données n'étaient pas bonnes, qu'il faut en ajouter, il faut en supprimer, etc. Donc maintenant, quelques exemples d'applications. Donc il y a par exemple un système qui s'appelle COIN, Contract Intelligence, qui a été mis en place chez JP Morgan, qui fait une interprétation automatique des contrats financiers. Et en fait, c'est une tâche qui représentait beaucoup de boulot pour les avocats. Et donc là, cette tâche, elle peut être accomplie en quelques secondes par un ordinateur. Parce que l'ordinateur, lui, il sera capable d'aller interroger les bases documentaires dont il a besoin et d'aller rechercher les données qui sont nécessaires pour la résolution de la question qui est posée. Il y a aussi chez JP Morgan, avec l'arrivée du trading électronique, il y a eu une vraie révolution. C'est que 3000 postes de traders ont été supprimés du fait de l'arrivée du trading électronique. Et ces postes-là, en fait, ont été en grande partie remplacés par des ingénieurs en intelligence artificielle qui sont capables de concevoir des algorithmes pour accomplir les mêmes tâches. Et ces ingénieurs sont généralement 5 fois moins chers que les traders en question. Un des exemples emblématiques de l'intelligence artificielle est un système qui s'appelle Watson, qui est une solution d'IBM. Watson peut être appliqué dans de nombreux domaines, mais là, c'est le domaine médical, où en fait, c'était le plus spectaculaire. En gros, Watson aide les médecins à faire leur diagnostic, parce qu'il va aller piocher, pareil, dans de nombreux rapports, des articles de recherche, etc. Il va avoir accès aux questionnaires médicaux, il va pouvoir analyser des images médicales, poser des questions complémentaires éventuellement, et voire même prescrire des examens pour pouvoir affiner son diagnostic. Donc, en fait, il fait une mise en parallèle des informations qu'un humain ne peut pas raisonnablement faire parce que ça lui prendrait trop de temps. Et son diagnostic est correct à 90% de temps, alors qu'un médecin, il y arrive dans 50% des cas. Il y a une utilisation pareille d'un assistant virtuel au Crédit Mutuel qui permet en fait une interaction avec le client. Il traite automatiquement des emails et il vous répond dans le call center. Donc, il est capable aussi, ce bot, il est capable de comprendre si vous êtes en colère, si vous n'êtes pas content. Il est capable de comprendre vos émotions. Il peut aussi lire des images et reconnaître des sons. Ensuite, il est capable de proposer des solutions ou des réponses à vos questions. Donc, l'opérateur, quand le client arrivera chez lui, soit par email, soit par voie téléphonique, il n'aura plus qu'à utiliser la solution qui lui avait été proposée par l'ordinateur. Notamment dans le cas des emails où on peut proposer des emails types, apparemment, c'est une véritable économie de temps pour les personnes qui traitent ces emails-là. Dans le domaine des RH, il y a de nombreux sites qui proposent aujourd'hui tout ce qui est matching de candidatures. En fait, on va essayer de faire des comparaisons entre les CV et puis les offres de candidature. Donc, en fait, ce que ça permet aux recruteurs, c'est de faire une présélection, surtout s'il a beaucoup de personnes qui sont intéressées par un poste, donc de faire une présélection et en fait se concentrer juste sur les candidatures qui lui paraissent pertinentes et proches de la cible. Par contre, il y a quelques petites faiblesses qui sont liées au fait que dans le CV, ce qu'on voit généralement, c'est ce que la personne a fait, pas ce qu'elle souhaite faire dans l'avenir. Donc en fait, on peut reproduire en fait juste le passé, mais on ne peut pas aller voir les évolutions souhaitées par des personnes. Souvent, il y a aussi le problème de mauvaise utilisation de mots-clés, que ce soit de la part des recruteurs que de la part des candidats. Donc, et ça après crée des problèmes de matching.
Et malheureusement, ce qu'on fait, ce qui est le problème majeur, c'est qu'on va cloner des candidatures retenues. C'est-à-dire, on va faire la même chose qu'on a fait dans le passé, donc recruter toujours le même profil de personnes, et on va quelque part s'interdire de faire des recrutements un peu originaux des personnes auxquelles on n'aurait pas pensé autrement. Donc, faut-il pour autant avoir peur de l'intelligence artificielle? Donc vous avez la petite blague, qu'est-ce que vous allez faire des gens bêtes? On vous dira quand on aura pris le pouvoir. Bon, aujourd'hui, des choses intelligentes, ça se résume à ça. Hein. Donc ça, c'est le petit aspirateur que vous avez peut-être chez vous qui nettoie le sol. Et on a quand même un tout petit peu de marge pour ceux qui connaissent le film iRobot, pour arriver à ça, qui est un robot intelligent qui vous assiste chez vous à la maison. Bon, je vous remercie. Bonjour à tous, merci Marketa pour cette introduction technique. Moi, ce que je propose, un peu comme ce qu'évoquait Christophe en introduction, c'est déjà de me présenter, de vous présenter le Liberté Living Lab et aussi de vous présenter les 2 journées qu'on va vous proposer les 20 et 21 juin prochains. Alors je reconnais certains visages, certains d'entre vous connaissent déjà le Liberté Living Lab, peut-être juste en quelques mots d'introduction. Pour rappel, le Liberté Living Lab, c'est un lieu d'innovation, d'expérimentation et de partage. On est basé dans le 2e arrondissement de Paris. Moi, je suis Rudy Cambier, l'un des co-dirigeants du Liberté Living Lab. Lieu d'innovation, on se positionne comme un lieu d'innovation tech, civique et sociale. Qu'est-ce que ça veut dire l'innovation tech, civique et sociale? C'est tout ce qui va conjuguer entrepreneuriat, conduite de projets qui vont combiner à la fois de l'innovation tech, data, sur notamment des enjeux de société. Et par enjeux de société, on entend au sein du Liberté Living Lab des enjeux extrêmement forts comme les enjeux éducatifs, les enjeux de formation, les enjeux aussi d'innovation à l'échelle des grandes entreprises comme l'intelligence artificielle. Et donc on travaille à la fois avec des startups, avec des équipes de chercheurs aussi en résidence, mais aussi avec des équipes de grandes entreprises, soit en résidence chez nous ou soit en atelier, avec lesquelles on travaille assez régulièrement sur du développement de projets. Alors, il y a des places pour effectivement les postes de travail être immergés au sein de cet écosystème qui fait plus de 2000 m². On a 200 résidents en activité au sein du Liberté Living Lab, donc comme je le disais, à la fois des startups, notamment dans le champ de l'intelligence artificielle, également d'autres équipes de grandes entreprises, tu les as citées, des équipes de chercheurs aussi, j'y reviendrai, mais on a un certain nombre de partenariats sur la partie plus sciences techniques avec des écoles comme Polytechnique, avec l'ESCP aussi sur la partie plus stratégie économique, et puis avec le HESS sur la partie plus sciences économiques et sociales. Concernant cet événement autour de l'intelligence artificielle qu'on vous propose, je vais accélérer un tout petit peu parce que je crois que le temps m'est compté, il nous reste à peine 10 minutes. 2 journées événements qui vont nous permettre et vous permettre de placer l'intelligence artificielle au cœur de l'innovation de services et des business models. On aura 2 journées thématiques. La première qu'on a intitulée AI as a Service. Donc là, ça va être une première journée dédiée aux challenges socio-industriels de l'intelligence artificielle. Et la deuxième journée, celle du 21 juin, Intelligent Cities, qui va être, elle, davantage consacrée aux enjeux dans le secteur à la fois de l'énergie, des transports, de la mobilité, de l'habitat et des constructions connectées. Une matinée à la fois d'inspiration et des ateliers de design pour placer l'intelligence artificielle au cœur de l'innovation urbaine. Ce qui est important, peut-être avant que je rentre dans le détail du programme de ces journées, c'est de vous expliquer comment fonctionnent généralement ces grandes journées événements au sein du Liberté Living Lab. C'est la plupart du temps en matinée des temps d'inspiration extrêmement forts, donc notamment avec des keynotes soit d'innovateurs, de start-up, de chercheurs dans les champs indiqués. Des rencontres aussi avec un certain nombre soit de développeurs ou de CEO de start-up le matin. Donc on est vraiment sur des temps d'inspiration. Et puis l'après-midi, une dimension beaucoup plus pratique pour les équipes des grandes entreprises. Ce sont des ateliers de design et aussi bien pour, j'y reviendrai, AI as a Service le jour 1 que le jour 2 sur Intelligent City. Vous aurez la possibilité l'après-midi de participer à des ateliers de 3h30, 4h environ qui vont vous permettre de commencer à imaginer ou à penser l'intelligence artificielle sous l'angle du service et donc à développer des stratégies soit d'architecture ou d'implémentation d'intelligence artificielle.
Je prends juste 5 minutes pour rentrer dans le détail des 2 journées. Donc, comme je l'évoquais, le matin, des temps d'inspiration et des keynotes et des rencontres avec un certain nombre de personnalités inspirantes. Point important concernant l'organisation Liberté Living Lab de ces 2 journées sur l'intelligence artificielle. Elles sont co-construites et co-produites, comme vous le voyez ici, avec Alexandre Cadin, qui est normalien, spécialiste et chercheur en intelligence artificielle à l'ENS, qui en plus de ça a également été récemment en charge du programme post-digital de l'ENS et qui est l'ambassadeur France, alors jusqu'à il y a peu de temps d'Hyperloop, que vous connaissez peut-être, et également d'un prix X-Prize, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui est un prix international à la fois piloté par des équipes de Google et parfois aussi par des équipes d'IBM Watson, qui définissent des stratégies d'intelligence artificielle sur des gros enjeux de société internationaux à horizon 2020. Et donc dans le cadre de cette première matinée d'inspiration AI as a Service, on aura 3 temps forts avec à la fois une keynote d'Alexandre sur ces sujets, c'est-à-dire vraiment d'essayer de déconstruire tous les fantasmes autour de l'intelligence artificielle. Je pense que Marketa l'a très bien dit en introduction, il y a beaucoup de fantasmes autour de l'intelligence artificielle. Je pense que ne serait-ce que lorsqu'on convoque le mot intelligence artificielle, on pense tout de suite à des films de science-fiction, à des robots, à de l'automatisation. L'idée vraiment au travers de cette première matinée d'inspiration, ça va être un peu de démystifier l'intelligence artificielle, de déconstruire l'intelligence artificielle et vraiment de confronter à la fois les approches futuristes versus les approches réalistes et celles vraiment qui sont bénéfiques et nécessaires, notamment dans le développement et l'innovation de projets, notamment à l'échelle des grandes entreprises. Et ça va être un axe extrêmement important. Et pour cela, on aura aussi 2 keynotes extrêmement inspirantes. Une de Rand Indy, qui est le CEO d'une start-up très en vue qui s'appelle Snips, qui développe un certain nombre justement de programmes d'intelligence artificielle sur un certain nombre de smartphones ou d'outils connectés pour rendre les outils, en tout cas type smartphone, objets connectés, encore plus intelligents et encore plus autonomes. Et puis également Nicolas Perroni, qui est l'un des compères d'Alexandre, qui est lui qui est un chercheur également appliqué en IA, qui a développé une start-up dans le champ de la fintech, autour de la blockchain, de la data science, et qui est aussi le représentant en Europe d'Hyperloop, que vous connaissez très certainement déjà tous, qui est ce train à grande vitesse qui est actuellement en cours de développement et en test, et qui a pour ambition de relier ne serait-ce que San Francisco et Los Angeles en moins de 30 minutes. Et une partie de la technologie d'Hyperloop repose sur de l'intelligence artificielle et sur de l'automatisation, et Nicolas, comme Alexandre, auront l'occasion de vous en reparler. Donc ça, ce sera le premier temps fort de cette première matinée AI as a Service. L'autre temps fort de cette matinée, ça va être une rencontre dans le lieu au Liberté Living Lab avec des innovateurs dans le champ de l'intelligence artificielle et pour la plupart des startups déjà très en pointe sur un certain nombre de sujets. Alors on a notamment Cardiologues dans le champ de la santé, on aura Doctrine dans le champ du droit, Stripe dans le champ des fintech, Lily dans le champ du project management ou encore Craft dans le champ justement de l'intelligence artificielle appliquée à la notion de service. Tout ça pourquoi ? Tout ça pour travailler et préparer le temps de l'après-midi qui portera sur des ateliers de design, comme je le disais tout à l'heure, orientés service. Donc clairement, cette première journée AI as a Service au sein du Liberté Living Lab s'adresse, contrairement à la deuxième, mais je préciserai pourquoi, à tous les publics des entreprises et de GRT Gaz notamment, puisque l'intelligence artificielle au cours de cette première journée va être à la fois abordée sous des angles aussi bien service que marketing, que ressources humaines, que juridiques. Ça peut être aussi sous l'angle commercial. Donc l'idée, c'est vraiment à la fois de s'inspirer le matin de ces moments d'échange avec ces startups pour pouvoir passer l'après-midi justement à la fois une première keynote introductive AI First qui sera proposée de nouveau par Alexandre Cadin et un workshop AI as a Service pour vous permettre de commencer en équipe à imaginer sur vos champs d'activité des intelligences artificielles, des algorithmes ou un certain nombre de services qui pourraient être utiles à investiguer ou du moins à développer. Et donc là, pour cet atelier, on travaille directement avec le collectif d'Alexandre Cadin qui s'appelle Anima et qui est une équipe pluridisciplinaire de chercheurs et d'entrepreneurs qui designent et accompagnent des stratégies AI First. Ils travaillent notamment actuellement avec Hyperloop en France qui vient d'installer ses bureaux à Toulouse et aussi avec différentes agences de l'ONU.
Donc ça, c'est pour l'après-midi. Donc je leur dis vraiment une journée qui s'adresse à tous les services de l'entreprise. Comme je le disais tout à l'heure, le Liberté Living Lab est un lieu d'innovation tech, civique et sociale. On s'intéresse aussi énormément aux enjeux de société, aux enjeux business certes, mais aussi aux enjeux d'impact à grande échelle sur des enjeux urgents sur lesquels il est important aussi d'innover de manière raisonnable et responsable. Et c'est une partie des enjeux aussi de l'intelligence artificielle. Je crois que Marketa l'avait bien évoqué aussi sur à la fois la suppression potentielle d'emplois, remplacer des activités par de l'intelligence artificielle. L'idée vraiment dans ces 2 jours, c'est à l'image de ce que l'on construit au sein du Liberté Living Lab, c'est de toujours aborder ces sujets dans une perspective critique, constructive, et de ne pas être uniquement dans une vision angélique de l'intelligence artificielle. Et j'ai peut-être pas suffisamment insisté justement sur le thème et les sujets que nous aborderons lors de cette première journée, mais on abordera aussi, quand on parle d'AI as a service, de l'intelligence artificielle sous toutes ses facettes et sous tous ses angles, et même dans ses logiques de régulation et aussi dans ses logiques d'innovation sur le plan des ressources humaines. C'est-à-dire que lorsqu'on pense, lorsqu'on design ou lorsqu'on travaille sur l'architecture et l'implémentation d'une intelligence artificielle, notamment sous la forme d'un service, qu'est-ce que ça implique derrière, aussi bien en matière de formation, d'accompagnement, de transformation digitale de l'entreprise, mais également en termes pourquoi pas de reconversion ou en tout cas de rééquilibrage sur le plan des ressources humaines et pour certaines plus techniques. Donc ce sont aussi des sujets sur lesquels on interviendra. Donc ça c'était un point sur lequel je voulais quand même insister concernant cette première journée et ces 2 journées. Et puis, pour revenir à ce que je disais initialement, à savoir le fait qu'on soit un lieu d'innovation tech, civique et sociale et qu'on s'intéresse aussi à la manière dont l'intelligence artificielle doit et peut impacter aussi à très grande échelle sur de très gros enjeux de société, et pas uniquement que les nôtres dans le secteur de l'énergie, on a décidé d'organiser une conférence AI for Good, donc l'intelligence artificielle pour transformer le monde au-delà des industries et de l'économie, comment définir des stratégies globales d'impact sur les grands enjeux de société, que ce soit l'éducation, que ce soit l'emploi, que ce soit l'énergie, la transition énergétique, toute une série de sujets. Et donc on aura une conférence débat qui là pour le coup elle sera ouverte au plus grand public, puisqu'on a aussi cette mission au sein du Liberté Living Lab, c'est d'essayer de s'ouvrir au plus grand nombre et d'acculturer le plus grand nombre. Donc on aura une grande conférence débat en toute fin de journée avec à la fois Amir Bani-Fatemi qui est donc le représentant du prix X-Prize IBM Watson, avec lequel je pense on sera en duplex de San Francisco. Donc pour résumer, X-Prize IBM Watson, c'est un appel à projet quasi tous les 4 ans pour lequel des centaines d'équipes à travers le monde s'engagent pour 4 ans dans la création et la réalisation d'un projet d'intelligence artificielle susceptible de répondre et résoudre à très grande échelle d'importants enjeux de société. Donc là, on est moins sur la dimension business, on est plus sur comment on développe aussi de l'intelligence artificielle sur des enjeux de société. Et puis en fin de journée, pour clôturer cette première journée, vous l'avez peut-être déjà vu, là c'est pour la partie plus entertainment et en tout cas divertissement cinématographique. On proposera aussi la projection ciné de ce film qui est sorti il y a un peu plus de 3 ans, je crois maintenant 2 ans, Ex Machina. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais le thème du film est très intéressant. C'est en quelque sorte une métaphore de Google qui, au-delà de son moteur de recherche, développe dans des bureaux secrets une intelligence artificielle qu'elle souhaite dompter et qu'elle souhaite faire prétester sur un certain nombre de salariés, je n'en dis pas plus, mais un salarié est notamment recruté pour aller justement expérimenter cette intelligence artificielle et devenir en quelque sorte le cobaye de l'intelligence artificielle. Et le film est vraiment intéressant, visionnaire et pose un certain nombre de questions. Donc rien que pour la partie, là pour le coup plus futuriste, mais critique et l'approche assez parfois aussi angoissante de l'intelligence artificielle, ce film vaut le détour. Donc, juste sur le 21 juin, donc là pour le coup vous avez vu la première journée, on focus sur AI as a service. La seconde journée, Intelligent City, comme je l'évoquais en introduction, ça va être une journée davantage justement dédiée à l'innovation sur des enjeux urbains, donc, dont les services d'énergie. Et là encore, même mécanique, le matin des temps d'échange, d'inspiration et des rencontres avec des innovateurs, et l'après-midi des ateliers de design.
Le matin, on sera notamment en duplex de San Francisco avec l'un justement des CEO d'Hyperloop et Corinna Lee, alors on ne voit pas parce que c'est un peu coupé par le bas de l'écran, mais Corinna Lee est l'une des dirigeantes d'un laboratoire qui s'appelle le Sidewalk Labs. Donc vous voyez le logo qui est ici. Et le Sidewalk Labs, c'est une entité de Google qui travaille actuellement sur de la prospective et sur du développement en intelligence artificielle à l'échelle des enjeux urbains et de l'innovation urbaine. Donc, il travaille notamment sur des problématiques d'IA appliquées au transport, à la mobilité, à l'énergie, à la transition énergétique, aux flux et aux différents enjeux à l'échelle de la ville. Et puis vous aurez là encore, sur la matinée de la deuxième journée, des experts meetings, donc des rencontres avec un certain nombre soit de chercheurs ou de CEO et de chefs de start-up dans différents secteurs. Donc je pense à Bibraille dans le champ de l'énergie, à Loïc Lesser de Smart Me Up dans le champ des objets intelligents et connectés, ou encore à Yvan Gravier de XI dans le champ des transports. Tous ces startups sont très orientés AI, enfin en tout cas intelligence artificielle first, et pensent l'innovation de service, ou en tout cas pensent le développement de leurs activités sous l'angle justement de l'intelligence artificielle. Et ça sera là aussi la possibilité pour vous d'avoir un temps d'échange. Généralement, c'est des temps de 30-40 minutes où on les écoute pendant 10-15 minutes sur le développement de leur start-up, de leur service, de la manière dont ils ont intégré et pensé l'intelligence artificielle. Et après, des échanges de questions-réponses avec eux. Vous pourrez leur poser un certain nombre de questions. Et puis l'après-midi, je terminerai là-dessus, exactement sur le même modèle de la première journée, mais là beaucoup plus orienté Smart City en quelque sorte. On aura de nouveau des ateliers de design et de workshops, c'est 3h30, 4h, accompagnés à la fois de designers et de facilitateurs de l'équipe du Liberté Living Lab pour travailler justement sur des stratégies d'implémentation directement à l'échelle de vos services et de vos activités. Voilà. Je ne sais pas si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Du coup, on espère que ça vous a donné envie de vous inscrire à ces différents événements. Le 20, le 21 juin, on l'a largement dit. Et puis, l'événement suivant, la matinée d'idéation, c'est le 28. Donc ça, c'est des événements. On a fait une petite plateforme SharePoint pour vous inscrire. Vous retrouvez tout ça dans le groupe Yammer qui est animé par Quentin. Merci Quentin. Intelligence artificielle community. Donc, allez sur ce groupe Yammer, abonnez-vous, vous y retrouverez des éléments de veille et toute l'actualité des événements qu'on vous propose. Voilà, 20, 21, 28, donc notez ça dans vos agendas, partagez ça autour de vous, ça et puis les événements, puisque effectivement l'intelligence artificielle, ça a vraiment une valeur dans tous les métiers, la direction financière, la direction juridique, les RH, nos métiers plus terrain. Donc l'intérêt, c'est de voir effectivement comment on va pouvoir imaginer des solutions d'intelligence artificielle pour ces métiers, pour créer de la valeur, voilà, pour notre performance. C'est effectivement, c'est vraiment de l'idéation. C'est pour les gens qui auront participé à toute ou partie de ces journées, qu'on imagine ensemble pour vos métiers, pour vos enjeux, pour vos problématiques, vos irritants. Comment ces solutions pourraient amener, ces technos pourraient amener des solutions. Et puis après, on va les étudier rapidement, les prioriser, les catégoriser pour voir sur lesquels ça ferait sens qu'on fasse des protos. Comme on a fait ça sur la blockchain ou sur d'autres technos. Donc c'est assez efficace, c'est assez convivial, on passe une bonne matinée et sortent d'assez belles choses de là. Voilà. Il y aura d'autres sociétés, bien entendu, qui vont participer. Il y aura des équipes notamment d'RTE, d'Enedis dans le champ de l'énergie. On aura des équipes de la Société Générale avec lesquelles on travaille beaucoup. Je crois que si mes souvenirs sont bons, il y aura des équipes de JC Deco. Sur les temps d'inspiration, la matinée, vous êtes mélangés. Et pour nous, c'est extrêmement important, aussi bien pendant les keynotes que pendant les Innovators Meetings, de vous mélanger à différents types d'activités pour participer à ces petits ateliers et apprendre beaucoup d'inspiration. Et ensuite, l'après-midi, justement, vous aurez à chaque fois un designer de l'équipe d'Alexandre Cadin, donc chercheur en intelligence artificielle, et un facilitateur de l'équipe du Liberté Living Lab. Et là, et c'est important d'être au minimum 5, parce que sinon l'exercice ne tient pas et ne fonctionne pas. Vous êtes dans une salle d'atelier, en équipe GRT Gaz. Donc pour nous, ce qui est important, si on prend l'exemple de la première journée, c'est d'être sur des fonctions
transversale de l'entreprise, de pouvoir mixer et d'hybrider les différents publics de l'entreprise, de ne pas être en vase clos pour vraiment faire en sorte que justement l'inspiration et en tout cas ça prenne dans le cadre de cet atelier. Et puis le lendemain matin sur Smart City, on va être peut-être plus sur des enjeux pour vous, Smart Grid, donc là c'est peut-être pas forcément les mêmes profils, on ne retrouvera pas forcément de profil RH ou juridique ou autre de l'entreprise, quoique ça peut avoir son intérêt. J'insiste sur une chose sur ces ateliers, c'est que vous êtes effectivement en équipe et vous n'êtes pas dans le cadre de ces ateliers mélangés avec d'autres entités, vous travaillez vraiment sur ces projets. Et l'idée de ces ateliers, c'est pas de s'amuser ou d'imaginer des choses totalement hors sol autour de l'intelligence artificielle. Nous, l'objectif au sein du Liberté Living Lab de ces 2 temps d'ateliers de design l'après-midi, donc des 20 et 21, c'est vraiment de déboucher sur des embryons de projets cohérents, pertinents et utiles à vos activités, notamment aussi bien sur le plan du service que des business models, et de pouvoir, comme le disait Christophe, je pense en matinée ensuite d'idéation, revenir sur ces projets et assez rapidement vous positionner sur 1, 2, voire 3 projets potentiels pour prototyper et expérimenter une première démarche en ce sens. En fait. Il y a une vraie envie d'y aller, de faire un proto, d'apprendre de ces technos. Donc oui, il y a un vrai enthousiasme et ça fait partie de notre feuille de route que de mener des projets avec notamment IBM sur son intelligence artificielle Watson ou d'autres solutions. On a récompensé il n'y a pas très longtemps une startup qui s'appelle EasyHop, aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle. On s'est engagé à mener un proto avec eux. Donc oui, merci à tous. Prenez le temps de prendre un petit café, papoter et puis inscrivez-vous effectivement pour ces journées. Quentin, qui est notre chef de projet sur le sujet, et également il y a une petite fiche qui passe pour savoir qui était présent ce matin. Après moi j'ai un peu mémorisé tous les visages. Merci à tous.